Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre Café Philo qui porte, comme vient de le rappeler le sur le thème de la manipulation. Le sujet est effectivement complexe puisque là nous sommes engagés dans des échanges, j'espère, qui concernent des niveaux qui peuvent être macro-sociologiques, c'est-à-dire qui concernent la société, les rapports sociaux, mais la manipulation se retrouve aussi dans des relations interindividuelles, une famille, dans des groupes qui ont des choses à faire ensemble, une entreprise, une association. Donc la manipulation s'invite dans les relations quotidiennes, aussi bien d'un point de vue global, ce que j'ai appelé le niveau macro-sociologique, que d'un point de vue plus micro dans les relations plus individuelles. La complexité du terme aussi trouve son écho dans l'étymologie du terme, puisque je vais partager avec vous au moins 4 utilisations possibles du point de vue de la langue française de ce terme de manipulation. Les scientifiques font ce qu'ils appellent les manips. Eux, ils disent souvent les manips pour parler des manipulations qu'ils peuvent faire dans les laboratoires, je pense par exemple à des chimistes qui font des manipulations. Et là, on est sur des opérations minutieuses qui doivent être menées avec rigueur, précision et tact. Vous verriez que l'autre manipulation peut être aussi faite selon les règles que je viens d'énoncer. Et pour l'instant, on est sur des scientifiques, dans le milieu scientifique, qui opèrent des manipulations, si je puis dire, pour la bonne cause, pour découvrir de nouvelles molécules, pour faire des expériences dans le domaine de la chimie, de la physique, pour faire avancer la connaissance scientifique. Le manutentionnaire, eh bien, c'est un manipulateur, au sens physique du terme, puisque un manutentionnaire, c'est quelqu'un qui est payé pour manipuler des objets. Après, on va aller sur une manipulation qui nous rapproche un peu plus de notre thème. Un homme public qui n'a pas eu la prudence de bien vérifier les chiffres dont il parle dans son discours, et si par exemple il nous donne des chiffres qui ne sont pas bons, on peut lui reprocher d'avoir manipulé les chiffres. Alors, soit il les a manipulés de façon délibérée, soit par ignorance. Je vous laisse évidemment faire l'hypothèse qui vous semble la plus pertinente s'agissant d'un homme public qui est censé utiliser des chiffres pour communiquer avec le grand public. Donc là, on est dans la manipulation qui est déjà sur le registre de la malveillance et de la mauvaise intention. Et puis, il y a la manipulation qui nous intéresse directement dans notre séance d'aujourd'hui, pardon. Et partant de là, eh bien, la définition que je vais privilégier avec Pierre, mais évidemment, nous sommes complémentaires, mais on peut aussi avoir des perceptions différentes, et c'est la richesse évidemment de la café philo, c'est de regarder la réalité de manière variée et diversifiée. Alors la définition suscitait chez autrui une opinion ou un comportement qu'il n'aurait jamais eu spontanément. Voilà, là on est sur un thème ou une définition plutôt, qui va nous rapprocher davantage de ce sur quoi on va réfléchir. Alors, susciter chez autrui une opinion, eh bien, on comprend très bien que ça concerne beaucoup les entrepreneurs du monde des opinions. Quels sont les entrepreneurs? Ça, c'est un terme un peu anglo-saxon, on parle d'entrepreneurs dans tous les cas. Il y a des entrepreneurs des médias, ce qu'on va appeler les journalistes. Alors, ils peuvent être intéressés par des opérations de manipulation pour des raisons diverses et variées, dont on aura l'occasion de parler de moment venu. Pour ceux qui ont une bonne mémoire et qui ont eu
l'occasion d'assister à l'un des premiers cafés philo qui remonte à 2003-2004. Eh bien, nous avons eu en 2003-2004 un café philo sur le thème de médias et manipulation, et on avait invité à l'époque une jeune journaliste qui est venue témoigner et puis nous parler aussi de la question de la manipulation dans le monde médiatique. Alors, je reste sur le concept opinion. Donc les opinions, ça concerne aussi des hommes publics qui ont besoin de nous convaincre du bien fondé des opinions dont ils se réclament pour qu'on soit convaincu par leur offre, qui peut être politique, qui peut être sociale, etc. Et à partir de là, on peut être dans le registre de la manipulation. Alors après, on a le comportement. Donc, susciter chez autrui une opinion ou un comportement. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus audacieux. Il ne s'agit pas d'interpeller uniquement la capacité de jugement, l'opinion que peut avoir mon interlocuteur sur un sujet ou mes interlocuteurs sur un sujet. Là, il s'agit de susciter des comportements. Et bien évidemment, là, on va regarder, on restera aussi sur les entrepreneurs du monde médiatique et du monde public, politique, mais on ira voir aussi et plus particulièrement du côté du monde de la publicité, et on aura l'occasion de parler probablement le moment venu de ce qui est en train de se mettre en place dans ce qu'on appelle le domaine du neuromarketing. Comment aujourd'hui le monde de l'entreprise, le monde marchand, s'approprie des dernières découvertes qui sont faites dans le domaine des neurosciences, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler parce que c'est un sujet qui, me semble-t-il, devrait intéresser tout le monde, parce que on connaît tout ce qu'on sait sur le cerveau. Aujourd'hui, ça représente 80% de ce que l'humanité a pu savoir jusqu'à 1990. Dit autrement, on a multiplié notre connaissance des mécanismes du cerveau par 8 pratiquement en l'espace de 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on dispose de moyens d'investigation, scanners IRM, qui permettent d'observer le fonctionnement d'un cerveau, d'un être vivant, parce qu'avant, la seule possibilité qu'on avait, c'était d'observer le cerveau de quelqu'un qui ne réagit plus. Aujourd'hui, on peut voir le fonctionnement du cerveau. Donc, les neurosciences intéressent beaucoup de monde, ils intéressent aussi le monde de la promotion, de la publicité, puisque aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, eh bien, pour susciter des comportements d'achat, consommation, etc., eh bien, on peut utiliser les techniques des neurosciences pour être dans cette démarche qui est ce qu'on a décidé d'appeler aujourd'hui de la manipulation. Après, peut-être que vous avez un avis contraire par rapport à celui qu'on va développer. Alors, je vais me dépêcher de résumer et de conclure sur mon introduction pour laisser apparemment mon ami Pierre. Donc, grosso modo, ce que je voudrais simplement dire, c'est que faut peut-être voir la thématique sous l'angle d'un schéma un peu dont on voit la manipulation collective, mais peut-être aussi dans la relation interindividuelle. Et là, je vais dire deux mots. Dans la famille, s'il y a un parent ici qui n'a jamais manipulé ses enfants, on lui donnera la parole pour qu'il nous donne la recette. Si vous n'avez pas de temps en temps eu envie, justement, de susciter tel ou tel comportement de la part de vos amis, de la part de votre conjoint, etc., et du coup, si vous n'avez pas usé de ce moyen qui s'appelle la manipulation, nous vous écouterons avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Et donc, pour finir, ce café philo va se dérouler aussi sous forme d'échange de débat. Je poserai beaucoup de questions à Pierre, puisque c'est le maître de cérémonie. Moi, je suis là juste pour susciter ses réactions, ses réflexions, et puis ce qu'il a envie de partager avec nous, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien. Je n'ai pas dit qu'il pratique, j'ai dit qu'il la connaît bien. Eh bien, je vais te laisser la possibilité de rattraper ce doute que j'ai suscité, mais au fond de moi-même, tu le sais, je considère que tu connais la manipulation et tu la connais tellement bien que tu ne l'utilises pas dans tes relations. Moi, c'est ce que je peux constater en lui. Alors,
Qu'est-ce que la manipulation? Qu'est-ce qui nous rend manipulables? Ça, c'est une question que je poserai à Pierre. Qu'est-ce que cela nous apporte, aussi bien du côté du manipulé que du côté du manipulateur? Parce qu'on verra, évidemment, qu'il n'y a de manipulateurs que quand il y a un manipulé. Et on verra que dans certaines situations, on est dans ce qu'on appelle joliment un consentement mutuel entre le manipulé et celui qui manipule. Quels sont les outils de la manipulation? J'attends beaucoup Pierre sur ce terrain-là, puisqu'il a dévoilé des techniques qui sont connues, et les gens qui sont dans le domaine de la psychosociologie ont beaucoup travaillé sur ces questions, etc., etc. Donc il y a d'autres questions que je lui poserai. Dernier point, et là c'est une question que je vous pose, j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est une question que je me suis posée depuis quelques jours, depuis que j'ai commencé à réfléchir à cette question. Est-ce que du coup, la tendance à la démocratisation des sociétés, puisque ça c'est la bonne nouvelle du monde dans lequel nous vivons, parce qu'il n'y a pas que des catastrophes, il y a aussi des choses intéressantes, c'est que la démocratisation, eh bien, elle se développe. Si je peux me permettre ce pléonasme, la démocratisation des sociétés se démocratise et est de plus en plus partagée par d'autres sociétés. Et quand j'ai commencé à enseigner dans les cours de sciences politiques, je disais à mes étudiants qu'il faut considérer qu'il y a une vingtaine de pays qui ont accès à la démocratie. C'était au siècle dernier, fin du siècle. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec laquelle, il y en a beaucoup plus, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors la question que je soumets à votre réflexion, c'est, en gros, le manipulateur, c'est celui qui décide de ne pas utiliser la contrainte. Parce que quand on est dans la contrainte, on n'est plus dans la manipulation, on est dans l'injonction. Tu fais, si tu ne fais pas, je te punis, je te sanctionne. Alors, est-ce que du coup, le développement de la démocratie ne va pas offrir un champ exceptionnel à l'épanouissement de la manipulation? Donc cette manipulation qui nous a fait frémir pendant des siècles, est-ce qu'elle ne va pas revenir avec force dans un monde dans lequel le pouvoir est de plus en plus démocratique, donc il usera de moins en moins de la contrainte, donc il faut qu'il utilise le dialogue, le débat contradictoire, etc. Donc est-ce que du coup, ça n'est pas un champ qui s'ouvre pour que la manipulation s'épanouisse? Merci pour ton intro. Oui, là tu as ouvert un large champ sémantique. Trop de démocratie finit par nuire à la démocratie, c'est ça? Mais dans les armes manipulateurs, puisqu'on peut les appeler comme ça, avec la manipulation, ce n'est pas quelque chose de bien sympathique, a priori, on va trouver dans quelque chose dont je semble être nanti, la logocratie, c'est-à-dire un pouvoir des mots. Et c'est vrai qu'avec des mots, on peut faire beaucoup de choses et surtout beaucoup de mal. Alors on peut faire du bien. Pour parler de ce qui est bien, je voudrais citer quelque chose qui va vous revenir en mémoire, même si vous n'étiez pas né à l'époque. Cela se passait en 1963 à Washington. I have a dream. J'ai un rêve. J'ai un rêve que mes enfants pourront fréquenter l'école publique avec vos petits blancs. I have a dream. J'ai un rêve que les enfants noirs pourront donner la main aux enfants blancs. I have a dream. J'ai le rêve que nous pourrons nous asseoir tous autour de la même table. I have a dream. J'ai le rêve que nous soyons enfin une nation où tous les gens seront égaux. Ça, c'était non pas de la manipulation, mais de l'influence. En effet, il n'y avait aucun mot négatif là-dedans. Ce n'était qu'un rêve, mais ce rêve est devenu petit à petit réalité. Martin Luther King l'a payé chèrement, comme vous le savez, puisqu'en 1969, il a été assassiné à Memphis. Et cela a amené les États-Unis à élire un président noir qui vient d'être élu. I have a dream. Ça, pour moi, c'est une influence bénéfique, c'est une influence très forte. C'est extrêmement méritoire. Cela dit, trop de démocratie peut ouvrir la porte à des excès. C'est vrai, au nom de la démocratie, on peut vouloir forcer les gens à la démocratie. Alors, je parlais du danger des mots. Prenons un rapport intime. Tu parlais de la famille. Prenons un rapport entre un mari et une femme. Et comme je suis un homme, je vais cogner sur le mari. Un mari peut faire beaucoup de mal à sa femme par les mots.
et lui dire, mais enfin, ma pauvre chérie, mais tu es nul, hein. Tu ne comprends rien. Je te répète 10 fois la même chose, et ça n'atteint pas son but. Comment fais-tu pour ne jamais comprendre ce que j'ai à te dire? Ça, c'est une souffrance. Désolé. C'est une vraie souffrance. Il y a un livre que l'on m'a prêté il y a peu, de Marie-France Irigoyen, qui traite justement de cette cruauté psychologique. Et c'est la notion de harcèlement moral. La notion de harcèlement moral est née dans le cabinet de Marie-France Irigoyen, qui est psychiatre. Elle a commis 4 livres, je crois, qui sont excellents, que je vous conseille de lire. Et ça, c'était dans le domaine de la famille. Ça peut être aussi un père vis-à-vis de son enfant. Vraiment, enfin, jamais rien du tout. Mais qu'est-ce qui m'a fait un enfant pareil? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Ça ne va jamais. Tout ce que tu fais est de travers. Tu ne peux pas essayer de faire comme tes petits camarades, essayer de nous faire un peu plaisir. Non, il faut toujours que tu prennes le contre-pied de ce qu'on te demande. Et là, l'enfant se sent de plus en plus nul, même nullissime. Il se dit qu'il est probablement le plus nul des gamins de la Terre. Et puis, je vais assez vite, on y reviendra, il y a aussi le domaine professionnel. Que c'est riche, le domaine professionnel pour la manipulation. Ah, je vais prendre mon excellent ami Abdella pour m'adresser à lui. Abdella, je t'ai demandé de venir me voir, je t'en prie, reste assis. Oui, tu peux rester assis, au contraire. Oui, mais je préfère te voir assis debout. Écoute, je vais te dire, tu sais que je le dis avec amitié, mais tes résultats, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais depuis quelque temps, je ne vois aucun changement dans ton comportement. Tu ne t'es pas décidé à modifier tes stratégies. Bref, tu me coûtes plus d'argent que tu me rapportes. Et pour moi, je vais synthétiser en te disant que tu n'es qu'un coût, une ligne de coût sur mon budget. Alors écoute, tu sais bien que je ne te menace pas du tout. Mais il est grand temps que tu décides à modifier tes comportements. Voilà. Alors pourquoi je me comporte comme ça? Peut-être en ai-je reçu l'ordre, peut-être, bien sûr. Ou alors peut-être que j'ai peur. Et pour moi, c'est tellement bon de faire peur à l'autre, pour lui rendre sa peur encore plus vive que la mienne. Car je suis un pervers. Ça me fait du bien de faire mal à l'autre. Surtout Abdella qui est gentil, qui est intelligent, qui est gentil, ça me fait encore plus plaisir de lui faire mal. Parce que plus je lui fais mal, plus je me sens fort. Plus je lui fais peur, moi j'ai peur, enfin je crois. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai peut-être le sentiment que Abdella ne m'aime pas autant que j'aimerais qu'il m'aime. J'ai un désir fou, un désir désespéré d'être aimé. Et Abdella ne m'aime peut-être pas autant que je l'aurais souhaité. Ça peut être ça aussi. Alors vous voyez que le champ d'investigation est très vaste. Alors un peu plus loin, on peut parler d'un pays. Alors on parlait de la démocratie. Il y a des pays qui ont abandonné pendant un temps la démocratie, heureusement. Et souvenons-nous, il y a la propagande. La propagande, c'est quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où ça touche tout un pays, tout un peuple. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais retrouvé des vieux magazines, c'était l'Intrépide. C'était fort vieux, beaucoup plus vieux que moi, puisque c'était daté de 1917. Il y avait des petites histoires dessinées et des petites illustrations. Il n'y avait pratiquement pas de photos sur ce journal. Et on y montrait des soldats allemands avec le casque à pointe et des grosses moustaches à la Guillaume, qui tenaient dans leurs bras des enfants dont les mains avaient été coupées. Car on nous faisait dire que les Allemands, quand ils capturaient des enfants français, leur coupaient les mains. Mais le problème, c'est que quand j'étais enfant, j'y ai cru. C'était dans le journal. C'était donc les médias auxquels nous faisons confiance. Et c'est vrai que Abdella a cité les médias tout à l'heure. J'y ai cru. Et j'ai été élevé dans une peur de l'allemand ridicule. Complètement ridicule. Donc là aussi, c'est un autre champ d'investigation. La propagande, bien évidemment, va dans tous les sens. Elle peut être plus légère, elle peut être beaucoup plus lourde. Le mensonge fait partie de notre histoire. Je crois que c'est Napoléon qui disait
L'histoire est une suite de mensonges avec lesquels nous sommes tous d'accord. Et oui, on s'engage tous joyeusement, le cœur léger, le bagage mince, sur la voie du mensonge. Ça nous arrange, le mensonge, formidablement. Je voulais dire quelque chose aussi à propos de la logocratie. Celui qui possède du vocabulaire va essayer d'écraser l'autre sous la richesse de ses termes, sous la richesse de son vocabulaire. Il va aussi jouer sur les mots. Il va utiliser, alors peut-être dans certains cas, la métaphore. La métaphore, ça fait très plaisir. Ça plaît à l'autre parce que ça ressemble aux histoires qu'on nous racontait quand nous étions enfants. Et puis après, quand on réfléchit au sens, on s'aperçoit qu'on était visé par cette histoire. Ça peut être aussi des mots qui, comment dirais-je, dont on atténue la portée en diminuant. Hein, ça peut être l'euphémisme. On va diminuer la portée d'un mot en ajoutant quelque chose, pour ne pas dire la vérité bien en face. Alors ça peut me permettre de dire à Abdella que je peux craindre qu'il est complètement nul, mais en modifiant les termes, de manière à ce qu'il finisse par comprendre ce que ça veut dire, et sans pouvoir me taxer de l'avoir accusé gravement. Et en plus de ça, sans qu'il ait envie de déposer plainte contre moi. Car en fait, on peut déposer plainte face à cette, comment dirais-je, aide-moi, quand on est harcelé, merci. Quand on est harcelé, le harcèlement moral, bien sûr qu'on peut déposer plainte, bien sûr que c'est une réalité maintenant. Et c'est aussi grâce certainement à Marie-France Irigoyen. C'est un concept qui est relativement récent. Je crois qu'elle en a parlé à la fin des années, au tout début des années 1999. Bien sûr qu'on peut lutter contre. Alors, il y a aussi, dans la, comment dirais-je, dans la liste des manipulations possibles, il se peut qu'on trouve la mise en porte-à-faux de l'autre vis-à-vis de ses propres convictions. Alors, ça peut être... Abdella me dit, par exemple, je suppose, qu'ils me disent, tu sais, la peine de mort, c'est pas un bon système, je ne partage pas du tout cet avis, etc. Je lui donne un rôle à Abdella. Et que je lui dise oui, mais alors imagine que, et là, je fais une mise en scène où je mets sa fille en jeu et où sa fille subirait quelque chose de terrible de la part de quelqu'un. Et je lui dirais, et là, tu n'as pas envie de te venger. Tu estimes qu'il ne faut pas punir gravement celui qui a complètement bousillé ta vie, bousillé ton enfant, etc. Donc je cherche par là à mettre Abdella en porte-à-faux vis-à-vis de ses propres convictions. Alors le but de tout ça, c'est qu'Abdella perde ses repères. Ayant perdu ses repères, il ne trouvera pas le fil de ses idées. Ne trouvant pas le fil de ses idées, il restera silencieux pendant que moi je continuerai à lui asséner mes vérités à moi. Comme il restera silencieux, il se dira que du moment qu'il n'a rien à dire, j'ai sûrement raison. Et si je lui intime l'ordre de faire quelque chose, alors il le fera peut-être bien que ce ne soit pas du tout sa décision, bien que ça n'appartienne pas à sa forme de raisonnement. Il va le faire. Il va le faire parce que je l'ai complètement démuni de ses défenses, démuni de ses capacités à réagir. Alors, réagir. Je pense que vous ne nous avez pas attendu pour le savoir. Comment réagir face à la manipulation? Un thème qu'on avait travaillé ensemble, l'affirmation de soi. Oh oui. Savoir dire non. Si je dis quelque chose à Abdella, enfin, tu es complètement nul d'avoir fait ça, Abdella, très tranquillement, avec la force tranquille que je lui connais, me dira pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Garder donc son esprit critique, son œil critique, savoir bien faire face. Surtout ne pas courber la tête aux figurés comme aux propres, ne pas courber la tête. C'est parmi la panoplie des moyens que nous avons à notre disposition pour nous défendre face à ces tentatives de manipulation, de mainmise, de l'emprise qu'un individu peut avoir sur nous. Et puis, parlons de la famille. Je peux jouer d'un seul coup les oncles généreux. Je peux faire des cadeaux. Je peux
comment dirais-je, donner de bons conseils. Je peux, même pourquoi pas, offrir de prêter de l'argent. Et puis, au bout d'un moment, je veux dire quand même, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne m'as jamais rendu l'appareil. Tu me laisses pourrir dans mon coin, comme si je n'existais pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, rien, aucune réaction. Tu m'as pourri. Le mois qui s'est écoulé, tu l'as pourri en ne venant même pas me voir, même pas un coup de fil. Vraiment, c'est même plus la peine de... Voilà, en plus ne prends pas cette terme mais je sais que tu n'es pas sincère. Voilà, ça aussi c'est de la manipulation. Ça arrive dans les meilleures familles, les plus unies qui soient. Si je suis comme ça, encore une fois, ça veut dire « mais je t'aime, pourquoi tu ne m'aimes pas autant que je voudrais que tu m'aimes ?» En fait, je veux ton amour parce que c'est moi que je voudrais aimer au travers de toi. Il se trouve que je ne m'aime pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai du mal à aimer les autres, comme je ne m'aime pas beaucoup. Aurais-tu quelque chose de bien sensé à dire parvenu à ce stade? Alors, merci Pierre. Je vais reprendre la parole. Alors, je vais simplement, si vous voulez bien, faire allusion à quelques expériences qui ont été menées par les psychosociologues, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le thème de la manipulation intéresse au plus haut point les gens qui sont dans la partie psychosociologie. Pourquoi? Parce que les psychosociologues ne sont ni sur l'individu, ni sur les grands groupes, ils sont sur les petits groupes. Et la manière dont le pouvoir de quelqu'un qui a soit le pouvoir au sens institutionnel, soit une autorité naturelle sur le groupe, comment, justement, ce que les Américains appellent les leaders, le leadership. Pourquoi, quand vous mettez 10 personnes autour d'une table, vous revenez, je sais pas, une demi-heure après, et bien vous avez déjà quelqu'un qui a un petit peu pris le pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir qui lui a été conféré par un vote, c'est tout simplement sa capacité à être dans la logocratie. Merci de nous avoir rappelé ce beau concept, le pouvoir des mots. C'est quelqu'un qui a de l'humour et qui a tout de suite cristallisé une certaine attention autour de lui. Alors le pouvoir, l'autorité, c'est pas la même chose, mais dans les deux cas de figure, les psychosociologues se posent la question de savoir comment, justement, certaines personnes avec des qualités qui leur sont intrinsèques arrivent à exercer justement cette autorité sur les autres. Et voilà donc un monsieur qui a fait des choses très intéressantes qui s'appelle Kurt Lewin, psychosociologue du début du XXe siècle. Alors lui, c'était un homme qui avait beaucoup de doutes, et le doute au sens cartésien du terme, c'est-à-dire il doutait de tout ce qui était réglé par la sagesse populaire, et on est dans un contexte où la science commençait à se développer, y compris dans le domaine des recherches en société, et il s'est dit finalement, je voudrais voir un petit peu comment, de façon expérimentale, comment certaines personnes arrivent à influencer leur entourage, le public auquel ils s'adressent, etc. Et alors le cas, donc, célèbre ici, de la psychologie, s'appelle le cas des Arabes. Ça se passe en 1942. Les États-Unis sont en guerre, et donc les États-Unis souffrent d'un problème de manque de disponibilité de produits bovins, de produits, etc., de viande, pour voir les choses très simplement, sur le marché. Et alors, Kurt Lewin nous dit que les Américains n'aiment pas les Arabes, en général, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Une expérience auprès d'un public composé de ce qu'on appelle, entre guillemets, des ménagères. Donc, il fait venir un groupe de ménagères, quarantaine, et puis il fait venir un certain nombre de scientifiques, de savants. Il fait venir un médecin nutritionniste, il fait venir un économiste, et puis il fait venir quelqu'un qui est un peu expert dans la manière de gérer les affaires domestiques. Et chacun prend la parole, donc le scientifique explique à son public, le ménagère en question,
que les abats contiennent les mêmes types de protéines que n'importe quelle partie noble du bête. Et donc, il leur démontre scientifiquement que les abats, c'est quelque chose qui peut provisoirement remplacer cette viande qui est de plus en plus rare sur le marché américain de l'eau. Après, l'économiste prend la parole et explique que, eh bien, pour que les gens continuent à travailler, il faut qu'ils consomment des protéines, pour que les entreprises continuent à tourner, pour que justement le pays continue à produire, pour qu'il continue à faire face à l'effort de guerre. Et donc, en gros, c'est un acte citoyen que de consommer des abats. Et puis enfin, il donne la parole à celui qui est expert des affaires ménagères, il leur explique ce que ça peut apporter dans l'équilibre de la famille, etc. Et puis, Kurt Lewin essaie de suivre un peu l'affaire pour voir quel est le nombre de ménagères qui ont changé d'habitude alimentaire à l'issue de cet exposé, de cette rencontre avec les scientifiques. Et puis, il fait une deuxième expérience. Et là, il ne fait pas venir de scientifiques, il fait venir juste deux animateurs qui savent dialoguer, pas les animateurs qui font des discours, surtout pas les gens qui ont une autorité scientifique, comme c'était le cas des intervenants précédents, le médecin, l'économiste et l'expert des affaires familiales. Et puis, il arrive, et les deux animateurs arrivent et leur disent, voilà, parmi vous qui consomment des abats, quelques-uns, mais c'était une petite minorité. Que pensez-vous des abats? Ah, c'est pas bon, ça sent mauvais, etc. Ok. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de manger des abats chez des amis? Oui. Bref, donc je passe le détail. Et puis à un moment, il les laisse un petit peu échanger entre eux par petits groupes pour qu'ils puissent dire un peu plus ce qu'ils pensent de ces abats. Et puis après, il échange avec eux. Et puis à la fin, il leur dit, on va écouter, voilà, on va échanger sur les abats. Si ça vous intéresse, vous avez des recettes qui sont à votre disposition. Je ne vous force pas de prendre les recettes, mais si jamais vous avez envie de faire l'expérience de la consommation des abats, n'hésitez pas, vous pouvez les accommoder de manière tout à fait... Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Alors maintenant, une petite devinette. Vous allez me dire, selon vous, comme ça, de façon approximative, quel est le pourcentage des ménagères qui ont changé leurs habitudes alimentaires à l'issue de la première rencontre, et le pourcentage des ménagères qui ont changé leurs habitudes alimentaires dans la deuxième rencontre. On a bien compris que dans le premier cas, c'était des experts qui expliquent, qui rationalisent, qui rassurent, etc. Et dans le deuxième cas, c'était des animateurs qui ont mis justement ce groupe en situation d'interagir, d'échanger, de parler de ses jugements, de ses a priori, etc. On y va. Alors, oui. Quel pourcentage? Alors, dans le premier cas, avec des scientifiques. Oui. Alors, il y a 20% des personnes, ou 10%, entre 10 et 20% qui ont changé. Qui dit mieux? Scientifique. 50. Vous dites à combien? 70%. Mesdames. 60. Et à droite, la s'abstenir. 20%. Pardon si je dis à droite. C'est pour un équilibre démocratique qui fait donner la parole. Alors, au fond, pardon, 10. D'accord. Alors maintenant, vous allez me dire quel est le pourcentage de ceux qui ont changé d'avis, qui ont commencé à consommer des abats, à l'issue de la deuxième rencontre. 80%. 10. Moi, vous étiez à 60, madame, tout à l'heure. La moitié de 30, ça fait 90. Donc, voilà. Alors, je suis comme ça. 5. La deuxième fois. Et la première fois, 70. Et bien, tenez-vous bien, parce que moi, je suis toujours ravi d'avancer sur les résultats, parce que moi-même, quand j'ai découvert la première fois, j'étais surpris. Écoutez bien. 3% des ménagères ont changé d'avis à l'issue de la première rencontre, 36% à l'issue de la deuxième rencontre.
Mais vous voyez qu'on n'est qu'à 39%, donc il y a encore 61% de ménagères qui sont toujours sur leurs revenus. Alors, les 60%, grosso modo, on va les oublier, et on va maintenant se poser la question de savoir, et là je vais renvoyer donc la balle au Pierre, pour qu'il puisse gérer la suite. Eh bien, vous allez dire à Pierre, selon vous, quelles sont les raisons qui ont fait que l'impact des animateurs a été quasiment 10 fois supérieur, hein, donc on est plus que ça, 12 fois supérieur à l'impact des scientifiques et des experts. C'est Pierre qui va écouter vos réponses. Non, c'était deux groupes différents. Mais comme les psychosociologues sont très vigilants sur ce qu'on appelle la constitution des échantillons, donc, les échantillons étaient choisis selon des critères équivalents. Donc je dirais que scientifiquement, on pourrait faire interchanger les groupes, ça ne changerait pas grand-chose. C'est-à-dire que l'on fasse sa première expérience avec le groupe B ou le groupe A, du point de vue des données sociologiques, psychologiques, de nombre d'enfants, des a priori sur les arrêts, etc., on était sur le public. Voilà, alors, vos réponses. D'après vous, pourquoi la deuxième approche On laisse le choix, dit madame, il y a moins de méfiance. On a donné un support. Donner un support. Est-ce que ça veut dire qu'on a... C'est interactif, hein? On a donné un support, donc ça rassure. On manipule plus facilement quelqu'un en le mettant en situation, en le laissant réfléchir à sa situation, qu'en lui fournissant des données purement scientifiques. D'accord. Donc on semble faire confiance à sa capacité de jugement. Et on utilise cette capacité. Donner à l'autre le sentiment qu'il a fait tout seul son choix. Donc ça veut dire que quelque part, il ne l'a pas fait seul, mais qu'il a bien écouté quand on le lui a soufflé. J'aime bien dire là, parce que je fais mon petit jogging en même temps. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je sais plus quelle est la dame. Moi, à mon avis, les recettes de cuisine, leur en cuisiner, leur faire goûter, ça a changé complètement. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, d'accord. On est souvent méfiant, on ne veut pas goûter. Et leur faire manger des aliments, c'était leur apprendre à les cuisiner, puis leur en faire goûter. Et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses auraient pu changer. Si on leur avait fait goûter, d'accord. Je termine mon tour de piste. Oui, alors. Les personnes ont pensé que faire venir des grands professionnels, c'était dans l'histoire de vraiment les faire changer, alors que ça semblait plus naturel avec le partage. D'accord. Ça semblait plus naturel avec le partage. Alors, c'est vrai que parfois, on maintient les gens à se complaire peut-être dans une forme d'ignorance, alors que là, ce qui a été dit, c'est que le fait d'en savoir plus avait débloqué leur capacité de jugement, leur capacité d'analyse. Ce que vous dites est rassurant. Ça veut dire que plus on fait confiance à l'intelligence des gens et à leur capacité de raisonnement, plus on est, comment dirais-je, gratifié. C'est comme ça que je le comprends. Tout à fait. Alors, déjà, il y a la notion de confiance. Il y a aussi un réflexe qui est presque pavlovien, comme disait le psycho, lorsque vous essayez de me convaincre d'adopter un comportement contraire à celui que j'ai l'habitude d'adopter. Eh bien, la réaction naturelle, c'est d'essayer de résister parce que j'ai envie d'exister dans cette relation, d'affirmer mon autonomie, ma liberté, et quelque part, j'ai envie de vous dire, en vertu de quoi vous pensez avoir raison contre mes propres opinions. Le secret de l'affaire, c'est effectivement, à partir du moment où on a
en face de nous quelqu'un qui essaie avec des arguments d'autorité. On a un scientifique, un médecin, le corps, la santé, c'est très fort, c'est puissant. L'économiste, l'intérêt de la nation, l'intérêt de faire tourner l'économie, etc., etc. Eh bien, face à ce type d'injonction, on a tendance justement à dire c'est logique, c'est rationnel, c'est bien, mais ça ne nous concerne pas puisque c'est pas vrai. La deuxième approche, et là, c'est là que l'exemple va nous intéresser parce que ça nous permettra d'affiner un peu la distinction qui a été posée tout à l'heure par Pierre, la distinction entre manipulation et influence. Alors le deuxième cas, c'est d'abord on fait confiance, on parie sur l'intelligence des destinataires d'un message. Lorsque les animateurs disent ben voilà, les abats, etc., les receurs, qu'est-ce que vous en pensez? Et on met les personnes en situation d'échanger, de parler, de verbaliser un certain nombre d'a priori qu'ils peuvent avoir. Et lorsque je verbalise les a priori, en général, j'ai un peu plus de chances de réaliser que je suis dans des jugements qui sont probablement infondés, subjectifs, mais je n'ai pas une autorité scientifique qui est en train de valider ou d'invalider, parce que ça nous renvoie tout de suite à l'autorité parentale et à l'autorité de l'institut. Version ancienne, parce que l'institut, c'est notre affaire. Cette autorité, c'est notre affaire. Mais nos instituts, ils incarnaient la vérité, parce que c'est ce qu'ils nous ont fait croire, après c'est pas faux, ça c'est. Et donc, à partir du moment où j'ai en face de moi quelqu'un qui assène un certain nombre de vérités et qui, quelque part, induit dans ses propos que j'ai tort, eh bien, la réaction naturelle, c'est je fais à l'avenir. Maintenant, s'il me fait confiance et me laisse cheminer, m'approprier, réfléchir, madame, vous avez quelqu'un à parler de ces recettes. C'est pas le fait de donner des recettes, parce que les scientifiques, ils pourraient aussi leur dire allez voir sur Internet. Ah non, bon, ils auraient pu leur dire allez voir telle bibliothèque municipale, etc. Mais le coup des recettes, c'est allez-y, manipulez l'objet, touchez-le, goûtez-le, voyez si vraiment ces odeurs sont si désagréables que ça. C'est l'idée de faire et de mettre l'individu en situation d'être acteur de ce que vous voulez qu'il fasse. Alors je m'arrêterai là simplement pour souligner avec force cette notion d'influence et de manipulation. Alors si on est dans, j'allais dire, si on est quelqu'un qui est intéressé par l'idée d'être quelqu'un qui pense bien, qui a de bonnes idées, qui est quelque part irréprochable, etc. Et c'était le cas de beaucoup de psychosociologues. La manipulation, c'est une horreur. Évidemment, parce que il faut être bien pensant, il faut condamner ce genre de comportement, etc. Et après, il y a quelqu'un qui a osé nous mettre un peu les pieds dans le plat, un psychosociologue déjà des années 70, qui a dit mais attendez, vous m'excuserez, mais regardez un peu comment fonctionnent les sociétés depuis que les sociétés existent. Et regardez, si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des manipulations qui sont heureuses. Alors, je donne un exemple. Si vous êtes un médecin et vous travaillez avec des gens qui ont un problème d'alcoolisme ou de tabagisme, et que vous utilisez des stratégies d'influence, et pour beaucoup, l'influence et la manipulation, c'est la même chose. C'est là que la distinction, il faut qu'elle soit nette. Eh bien, on va considérer que ce spécialiste du tabac et de l'alcool fait du bon travail lorsqu'il a réussi à faire progresser le nombre de ces patients qui arrivent à se passer de tabac, etc., et d'alcool, à réduire leur consommation de 10% chaque année. C'est une manipulation que j'appellerais socialement acceptable, même recommandable, parce que s'il a réussi à faire des actes qui sont positifs pour l'acteur concerné, préserver sa santé, etc., on est dans une manipulation qui, du coup, n'est plus dans le registre de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais qui est dans le registre de l'influence. Alors, l'influence, on en pratique tous. Mais la question qui va se poser tout à l'heure, et puis je ne vais pas tout dévoiler, surtout si on ne veut pas trop monopoliser la parole, là tout à l'heure, il faudra peut-être qu'on aille un peu plus loin pour mieux comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre de la manipulation
et qu'on devrait, après c'est à nous de voir, on devrait peut-être essayer de s'interdire, parce que de toute façon ça finit par se retourner contre les manipulateurs aussi. Et puis par contre, ne pas se poser trop de questions si vous êtes clairement, et si vous êtes, je dirais, dans une rigueur intellectuelle, si vous êtes clairement dans une démarche d'influence, eh bien assumez complètement des actes qui relèvent de l'influence. Parce que si je travaille avec des personnes que je suis censé conduire du point A vers le point B, un médecin, un responsable d'une équipe dans une entreprise, un entraîneur d'une équipe de sport, un homme public, politique, qui est porteur d'un projet qui va peut-être résoudre les problèmes de la société dont il a la charge, eh bien, si on leur dit à chaque fois que vous faites bouger les gens, vous êtes dans la manipulation, on condamne à la paralysie tous ceux qui sont censés nous mettre en mouvement et nous déplacer d'un point A vers un point B. Donc tout à l'heure, merci de réactiver le débat sur quelle est la différence entre l'influence et la manipulation. Oui, c'est vrai que c'est pas évident la différence entre les deux concepts. Alors pour continuer de vous promener au travers des différentes méthodes, il y en a de nombreuses, vous les avez, comment dirais-je, vécues, vous en fûtes victime. Il y a différentes stratégies qu'un gouvernement peut utiliser, qu'une entreprise peut utiliser, ou même tout simplement une famille. Il y a considéré que les enfants, que les gens auxquels on s'adresse sont des enfants en bas âge. Donc ils ont une compréhension pas encore bien développée. Donc on va leur parler comme s'ils étaient effectivement innocents, dans le sens de l'intelligence qui est en devenir. Il y a aussi rabaisser les gens, on l'a évoqué, je ne vais pas revenir trop dessus, mais pour l'avoir vécu moi-même de manière douloureuse, et probablement que ça m'a servi, puisque ça m'a amené à faire le métier que j'ai fait avec bonheur pendant de nombreuses années, être considéré comme un imbécile a été pour moi une ressource. C'est vrai que c'était utilisé par des gens qui prétendaient me manager. Oui, j'étais considéré comme un imbécile. Et il est venu le moment où je me suis comporté effectivement comme un imbécile en me disant, quelque part, comme ça, je me dis que je ne suis pas seul à être manipulé, mais que l'autre, je les manipule aussi au travers de ce que je pense être ma bêtise simulée. Et le moment d'ailleurs où ce jeu s'est retourné contre moi. Et où j'ai été invité à faire mes bagages. Il y a aussi la stratégie de la diversion. Vous savez ce qu'on faisait autrefois? L'infirmière, avant de faire une piqûre dans la fesse droite, tapait du plat de la main sur la fesse gauche. Et comme ça, hop, pendant qu'on réagissait à la première plaque, et bien, elle faisait une piqûre sur l'autre fesse, qui faisait qu'on ressentait beaucoup moins la douleur de la piqûre, c'est la diversion. Il y a aussi la dégradation. Alors, plutôt que d'annoncer une nouvelle qui pourrait nous faire peur, parce que c'est imminent, alors on annonce que ça se fera plus tard. Il faut s'attendre à ce que nous soyons amenés à une période rigoureuse. Il nous faudra donc baisser nos dépenses, augmenter les impôts. Et bon, pour le moment, c'est en devenir. Alors, ça nous rassure, c'est pas pour tout de suite. Et on peut se dire que d'ici à ce que ça soit mis en place, probablement que ça ne sera plus nécessaire et qu'on y échappera. C'est une forme de l'adoucissement. Il y a la langue de bois aussi. Bon, oui, c'est facile de parler de bois. Ah oui, la langue de bois, oui. Alors ça, je l'ai appris, la langue de bois, je l'ai apprise dans la multinationale qui m'a abrité pendant de nombreuses années. J'étais capable de dire n'importe quoi pendant longtemps. Tout le monde y accordait le sens qu'il voulait. Même moi. Et oui, c'est la langue de bois. Et comme ça, je ne faisais aucun ennemi. Et ça a encouragé ma lâcheté. Et j'étais fort lâche dans certaines situations de cette entreprise. Je me mettais à l'abri du risque. Du moins, c'est ce que je croyais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a de nombreuses stratégies qu'on peut évoquer rapidement, et je reprends mes notes. Ah oui, on fait appel à l'émotionnel plus qu'à la réflexion. Ah oui, on n'est jamais déçu de faire appel à l'émotionnel. Nous sommes des êtres de chair et de sang et de sensibilité aussi. Nous avons une sensibilité plus ou moins développée, mais même ceux qui savent bien la cacher, cette sensibilité, en ont une, vraisemblablement, même si on ne voit rien sur leur visage, même si on ne voit pas l'ombre d'une larme, si on peut dire, dans leurs yeux, on sent qu'ils sont secoués. Et quand on est manipulateur, on sent très bien quand on fait mouche.
il y a un petit changement dans la couleur de la peau du visage, soit dans le sens du rougissement, soit dans le sens de la pâleur. Et là, allons-y, on enfonce un peu plus le clou. Il y a les cours aussi que l'on prend dans certains séminaires où on apprend, en fait, on l'appelle pudiquement influencer avec l'intégrité. Ah, tu parles. Intégrité. Et oui, comment influencer? Il y a un tas de techniques que je ne peux pas citer. Il faut bien que nos collègues qui écrivent leurs bouquins continuent à vendre leur production. Et il y a un tas de bouquins pour influencer avec l'intégrité. Comment appuyer là où il faut appuyer pour déclencher l'acte d'achat. C'est un joli mot, l'acte d'achat. C'est une décision, c'est un acte important. Très important pour celui qui achète, mais également très important pour celui qui doit nous faire acheter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, je parlais de l'émotionnel. Il y a l'appel aux expériences passées. C'est très fort que de faire référence à des gens que tout le monde a connus ou a entendu parler. Pour dire voilà ce que ces gens qui sont célèbres, que nous honorons, que nous respectons, ont pu faire dans leur passé. Voilà comment ils ont réagi. Et à partir de là, on donne, comment dirais-je, tout le poids de l'argumentation à ces personnages historiques. C'est comme ça qu'ils se sont comportés. Donc c'est comme ça que vous allez vous comporter, puisque ça leur a bien réussi, parce qu'ils sont reconnus comme étant des gens formidables. C'est pas moi qui vous le dis, c'est eux qui le disent. N'est-ce pas? Alors on fait s'exprimer d'autres personnes à notre place. Ou plus simplement, ma foi, j'ai des choses à dire, je ne vais pas les dire moi-même directement. Je connais madame et je vais demander à madame de les dire pour moi. Je vous en prie. Ça fait rien, je vous laisse le rôle quand même. Je vais demander à madame de le dire à ma place. Comme ça, je ne prends pas de risque personnel, je laisse le risque à madame qui, mon Dieu, le fait en toute bonne foi. C'est toujours passé par un intermédiaire, plus ou moins consentant, ou pas forcément consentant. Il y a, comment? Ou aussi parler à la place de quelqu'un. Exactement. Madame disait aussi parler à la place de quelqu'un. Et oui, quelqu'un commence à s'exprimer, et immédiatement, on prend la parole, et on lui fait dire ce que nous, on a à dire, mais en lui laissant la paternité ou la maternité de cette parole. Hein, ce sont des méthodes qui sont fort, comment dirais-je, répandues dans notre société moderne. Il y a un dernier point sur lequel je voulais insister. Ah oui, ça se rapproche de ce que vous disiez. Prétendre connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Et oui. Non, tu ne vas pas me dire ça. Non, je sais bien, oui, je sais ce que tu viens de dire. Je sais bien que tu n'en penses pas un mot. Voilà. Et en insistant, je finirai par le déstabiliser. Parce que je m'installe dans un rôle de celui qui sait par rapport à celui qui ignore, par rapport à ceux qui n'ont pas été touchés par la parole sacrée. Je sais mieux les choses que les autres. Je leur coupe la parole pour dire les choses à leur place, comme disait madame. Et je leur fais dire ce qu'ils ne souhaitaient pas dire, et la manipulation peut ainsi continuer. Alors, Abdella l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous manipulables, plus ou moins. Je connais des gens qui sont moins manipulables, ou en tout cas pour certains qui ont vécu des expériences difficiles, de moins en moins manipulables. Car en fait, si nous fûmes manipulés, au moins, nous en avons gardé un souvenir qui fera qu'à la prochaine occasion, nous saurons nous protéger contre la manipulation. Ou nous saurons discerner où est l'influence saine, l'influence honnête, l'influence affectueuse de la vie de manipulation. On parlait de famille tout à l'heure, je crois. Je crois que c'est Adela qui disait que les parents qui n'ont jamais manipulé leurs enfants lèvent la main. C'est vrai qu'on manipule avec amour. C'est vrai qu'on manipule. Cela dit, nos enfants ne s'en privent pas non plus. Ils nous manipulent. Et parfois, c'est un bonheur d'être manipulé. C'est un bonheur. Écoutez, quand vous avez un petit bout de chou, garçon ou fille, qui vous manipule, c'est tellement charmant qu'on fond. Je fonds comme un gros loukoum. Oui. C'est merveilleux d'être manipulé par un enfant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ensuite ça devienne, comment dirais-je, un fonctionnement habituel. Je me tourne vers Céline. Nous avons encore un peu de temps pour... Je peux continuer à faire oreille? Bon, alors ça va. Très bien.
un peu? Non, 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 non. Tu l'inspirerais tout seul? Alors qu'est-ce que j'ai bien fait en lire? Alors, attends, le temps Ah, merci de la référence. Une des techniques aussi qui a été testée à plusieurs reprises et que je trouvais très intéressante, le pied dans la porte. Est-ce que quelqu'un connaît déjà cette technique? Alors, vous allez tout de suite faire le lien avec des choses que nous avons tous vécues. Vous marchez dans la rue et puis quelqu'un vous interpelle et vous dit Madame, Monsieur, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de signer cette pétition pour dénoncer telle ou telle pratique à l'encontre de telle population, de telle minorité, etc. Dites, c'est pas quelque chose, au moins que je puisse soutenir vous signez. Et puis il va vous dire, est-ce que, juste pour tenir informé de la manière dont les choses évoluent, grâce aux différentes signatures, est-ce que vous pouvez nous laisser votre adresse mail? Et puis, bon, puisque vous donnez une petite signature de soutien et puis l'adresse mail, c'est pas très grave, vous laissez votre adresse mail. Eh bien, quelques jours, quelques semaines après, vous recevez un mail dans lequel on vous demande de bien vouloir aider cette organisation qui est sincère, qui est honnête, ce pas des escrocs, ce pas des voleurs, c'est des gens qui sont tout à fait intègres, qui sont vraiment qui portent une cause tout à fait respectable. Et l'expérience qui a été faite des centaines de fois, mais sur des sujets très différents, montre que si la même personne qui m'a interpellé le premier jour, si elle m'avait demandé une aide financière, elle avait 10% de chance d'avoir une aide financière sur les 100 personnes qu'elle m'a interpellées, il y aurait peut-être 10% qui vont accepter de donner 1 euro, 2 euros, etc. Pied dans la porte, c'est, j'ai créé un lien avec vous, et puis je vous ai demandé quelque chose qui n'est pas très engageant. Et puis, vous m'avez repéré, je suis connu, je ne suis pas un anonyme, et derrière, donc une semaine ou deux, je vous envoie un mail pour vous demander de vous apporter une aide. Le pourcentage passe de 10% à 46% de les statistiques. Peut-être c'est 40, je sais pas. Mais en tout cas, on a multiplié au moins par 4 le nombre. Et si vous faites attention, je pense que nous avons tous eu des expériences, alors oublions un peu l'expérience de donner signer une. Mais par exemple, les gens qui vous disent est-ce que je peux juste vous demander, si vous voulez bien, de lire ce papier? Voilà. Et où est-ce que je peux vous mettre ça dans votre boîte aux lettres? Je peux savoir ça. Est-ce qu'on peut vous mettre ça dans votre boîte aux lettres? Voilà. Oui, allez-y. Et puis peut-être que si ces personnes se présentent 2 semaines après pour vous dire est-ce qu'on peut échanger sur le document qu'on vous a laissé dans votre boîte aux lettres, vous avez 4 fois plus de chances ou de risques, ça dépend de quel côté on se place, de dire oui à des personnes qui ont réussi à avoir un début d'engagement. Ça, c'est des techniques de manipulation qui sont très rodées dans beaucoup de pays, aussi bien dans les sociétés. Je te laisse peut-être reprendre et puis après